La culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Je serai toujours pour la liberté de la presse. Toujours. Après, on peut s'interroger sur des méthodes, sur des cibles, toujours les mêmes cibles, toujours les mêmes méthodes, d'être très à charge. Est-ce que ça sert l'information? Rachida Dati, ministre de la Culture, André Berkoff, qui déclarait effectivement être pour la liberté de la presse, toujours pour la liberté de la presse. C'était le 17 juin dernier sur CNews. Mais aujourd'hui, eh bien, certains titres de presse n'échappent pas à la censure, André. Non, mais vous savez, on censure toujours au nom de la liberté. Toujours. C'est-à-dire, moi je suis pour la liberté, mais là, attention, les bornes sont franchies. Et quand les bornes sont franchies, disait le sapeur Camembert, il n'y a plus de limite. Voilà, donc c'est pas bien, on défend la liberté, mais, alors, vous savez, c'est pas nouveau. Alors, ce qui se passe actuellement avec la Furia, on va en parler avec Laurent Oberton et Marceau, ce qui se passe quand même... il y a toujours eu ça, le combat, la censure, la liberté, de Big Gutenberg, et bien avant Gutenberg, d'ailleurs ça existait déjà. Moi je me rappelle, en tout cas, vous voyez, ça ne me rajeunit pas, mais je me rappelle de Harakiri Hebdo, en 70, quand De Gaulle est mort, ils avaient fait une couverture « Balle tragique à Colombey, un mort ». Eh bien, il y avait eu un incendie à Saint-Laurent-du-Pont, dans une discothèque de Saint-Laurent-du-Pont, et il y avait eu beaucoup de morts, et ils ont fait ça. Eh bien, c'était juste mort du général de Gaulle, et interdiction, c'est pour ça que c'est devenu Charlie Hebdo. Après, ils ont été obligés de changer de titre. Mais entre-temps, je me rappelle de l'Express, il y a eu une période extraordinaire, c'est-à-dire que le pouvoir, il supporte très mal, en fait, même dans les pouvoirs démocratiques, évidemment. Alors on me dit, oui, mais c'est pas la Corée du Nord, c'est pas l'Union soviétique, c'est pas la Chine. Certes. Mais est-ce que on doit vivre dans un régime où les dictatures, c'est ferme ta gueule, et la démocratie, c'est cause toujours? C'est un peu compliqué, c'est un drôle de dilemme, et un faux dilemme. Donc la liberté, c'est un sport de combat, il faut le savoir. Et là, on va en parler, par exemple, la Furia, revue satirique trimestrielle, remarquable, je dois dire, ça fait combien de temps? 3 ans, André. 3 ans, oui. 3 ans que la revue paraît, avec Papacito, avec Laurent Oberton, avec Marceau, et puis avec beaucoup d'autres collaborateurs. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand même intéressant de rappeler que, en mars dernier, voilà, SOS Racisme a écrit un courrier appelant l'ensemble des distributeurs et éditeurs à retirer le magazine La Furia de leur point de vente. Bon. Sous prétexte que, mais c'est intéressant. C'est-à-dire que, déjà, on peut se poser la question. Est-ce que c'est quoi? C'est la droite d'Adolf Hitler? Il y a eu des appels au meurtre? Il y a eu des appels à la haine? Non. Il y a des opinions différentes. Ah bon, une opinion différente, eh bien, c'est pas possible. Donc, en plus, SOS homophobie, propos racistes, sexistes, LGBT-phobes, etc. Donc, et là, je voudrais tout de suite parler à l'avocat de la Furia, Céline. Ces associations interpellent la CPAP, Commission paritaire des publications des agences de presse. Alors, on va en parler avec Kevin Dailly, et puis on parlait de tout cela avec Gilbert Collard, qui vient de sortir un livre remarquable sur ses mémoires de procès, et on va parler de la censure. Tout de suite, on a jusqu'à 14h pour vous expliquer que la censure, c'est vraiment la fiente de l'esprit qui vole. Et oui, selon vous, chers auditeurs, la liberté d'expression en France est-elle aujourd'hui en danger? Réagissez 0826 300 300 et prenez la parole en direct dans un instant sur Sud Radio. La Furia est en danger de mort. On va en parler dans un instant avec les 2 cofondateurs donc de cette revue satirique, Laurent Oberton, Marceau, et effectivement, l'avocat André sera avec nous. À tout de suite. Pensance, André, Laurent Oberton et Marceau, bonjour à vous et merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Alors, il y a 3 ans, avec Papacito, vous avez fondu la Furia. Ils ont fondu, non, c'est pas eux qui veulent fondre la Furia. Eux, c'est pas l'objectif. Non, c'est pas ça. La Furia, bourguignonne, oui, mais... Une revue satirique. Depuis 15 numéros sont sortis en kiosque. Le 16e vient de paraître, mais en privé, et pour cause. Cet été, on vous a retiré donc votre agrément presse. Résultat, aujourd'hui, votre revue, on peut dire qu'elle est vraiment en danger. C'est pas Omar, c'est l'État. Et voilà. Quel crime avez-vous commis? Alors oui, sans doute un très grave dérapage, une infraction aux règles de la bienséance qui régissent aujourd'hui la presse. Pour tout vous dire, on ne nous a pas expliqué exactement ce qui posait problème dans nos contenus. On a reçu un courrier de radiation suite aux plaintes d'SOS Racisme.
d'une commission. Vous savez, en France, on adore faire des commissions, donc qui est rattachée au ministère de la Culture et qui nous a expliqué que nos contenus étaient susceptibles de faire l'objet de poursuites pénales. Et c'est tout. À partir de là, voilà. Et ça leur suffit pour décider de le retrait de l'agrément presse, qui entraîne mécaniquement notre disparition d'un grand nombre de points de vente. Oui, mais SOS Racisme a porté plainte contre vous avec l'appui de SOS Homophobie pour propos racistes, sexistes et LGBTophobes. Quels sont ces propos? Quelles sont ces caricatures? Il suffit de lire La Furia pour les y retrouver. Et le problème, c'est qu'ils ont porté plainte, comme vous le dites, mais que la justice, entre-temps, a classé ces plaintes sans suite. Parce que la justice n'y a évidemment pas vu la même chose que SOS Racisme dans nos contenus. C'est un contenu satirique, effectivement. C'est provoquant, c'est de l'outrance, mais ce n'est pas une infraction. Mais en quoi ces propos étaient-ils racistes selon Marceau? C'était selon SOS Racisme et selon SOS Homophobie. Donc, on sait très bien que les associations de ce style, leur but c'est de chercher des noises à tout le monde pour faire des procès et ramasser des sous. Donc il y avait rien de ce style-là. J'ajoute au passage que les plaintes étaient tellement mal ficelées que les magistrats ont décidé de classer sans suite, quelle que soit l'orientation. Oui, donc c'est déjà un bon signe. Enfin, c'est un signe. C'est sans suite. C'est surtout un signe qu'ils ont vraiment fait des plaintes par-dessus la jambe, quoi. C'était n'importe quoi. Non, ce qui est un peu écœurant, c'est qu'effectivement, ces plaintes ont été classées sans suite, mais le retrait de votre agrément qui a été prononcé le 2 juillet, il est maintenu. Bien sûr. On va donner la parole justement, André Berkoff, oui, je à voudrais Kevin que Maître Dailly nous explique. Effectivement, qui est l'avocat donc de la Furia. Bonjour à vous, Kevin Dailly. Racontez-nous effectivement ce qui se passe actuellement avec la Furia. Qu'est-ce que c'est que le retrait? Non, très précisément, c'est quoi ce retrait? En quoi consiste ce retrait du point de vue légal? Bien sûr. Maître Dailly. Oui, bonjour. Ce qu'il faut bien comprendre, en effet, dans cette affaire, c'est que les associations SOS Racisme et SOS Homophobie ont décidé de partir en croisade contre la Furia et ont utilisé en fait un décret de 1997. Ce décret régit le fonctionnement de la CPPAP, la Commission paritaire des publications et agences de presse, et c'est justement dans ce décret que vous avez la possibilité d'octroyer donc à certains médias un statut spécifique qui permet de bénéficier d'avantages que sont la TVA à taux réduit, que sont les réductions sur les frais postaux. Et en fait, ils ont utilisé ce décret puisque, comme le disait Laurent Berton, il y a la possibilité de demander le retrait de l'inscription CPPAP si on considère que certains propos sont susceptibles d'être condamnés. D'accord, mais je veux dire par là que, c'est-à-dire, ça suscite quelles conséquences? Concrètement, par exemple, si moi je fais une publication, c'est-à-dire, on me retire mon CPPAP, ça veut dire quoi concrètement? Dans les kiosques, dans la vente, dans le transport, dans la poste. Si je peux le résumer, le caractère le plus grave, c'est que ça suspend notre agrément de diffusion. Et cet agrément de diffusion contraignait les points de vente à nous mettre en disposition, à nous mettre en rayon. C'était une manière de protéger. De diffusion oblige les points de vente à vous mettre en rayon. C'était une manière de protéger justement la presse de diverses pressions. Et maintenant que l'agrément saute, les kiosquiers, les vendeurs ne sont plus obligés de le faire. SOS Racisme a annoncé qu'ils allaient s'en donner à cœur joie en écrivant des lettres, en intimidant ces vendeurs, en leur disant si vous continuez à diffuser ces contenus alors que vous n'en avez plus l'obligation, c'est que vous êtes dans une démarche, alors les grands mots, la collaboration, etc., avec les heures les plus sombres, enfin vous voyez le kiosquier face à ça, évidemment, il peut plus maintenant dire je suis obligé de le faire. C'est un choix de sa part. Est-ce que certains résistent, certains continuent de vous distribuer? Évidemment, certains continuent parce que ils font leur métier tout simplement. D'autres considèrent qu'on est dans un pays libre et qu'on peut encore vendre des contenus dans la mesure où ils sont pas interdits, une fois encore dans la mesure où les plaintes ont été classées. Donc heureusement, on va garder un certain nombre de points de vente, mais on va aussi en perdre beaucoup d'autres. Bien sûr. En quelque sorte, c'est quoi? C'est une 50%
Une perte de 50% des revenus, c'est ça à peu près ça, oui. Donc, et ça risque de s'aggraver au fil du temps sous l'effet des pressions de ces associations qui, encore une fois, maintenant, on n'a plus ce filet de sécurité. Et oui, ce qui est terrible, c'est cet agrément, il faut le préciser, il a été émis le 2 juillet. Cette date n'a pas été choisie au hasard, Marceau. Alors, c'est justement tout le côté sournois de cette attaque. C'est qu'elle a été perpétrée au début de l'été. Et si on avait réagi, riposté à ce moment-là, nos voix seraient tombées dans le vide des vacances parce que les gens auraient été à la plage avec leur parasol. Ils se seraient dit, écoute, cette histoire avec la Furia, on verra ça à la rentrée. Donc c'est vraiment extrêmement vicieux. Je pense que la CPPAP, enfin SOS Racisme, etc., n'avait pas prévu que nous prenions le temps de réfléchir à notre riposte et qu'on la fasse aujourd'hui. Ce qui fait qu'en fait, on met en lumière leur petite manigance et ça leur plaît pas du tout, mais c'est comme ça. Oui. Alors justement, mais attends, moi j'ai quand même une question à poser à Maître Dailly. Parce qu'il faut voir aussi le paysage dans son entièreté. Quand France Inter, radio de service public, mais là-dessus c'est pas ça qui... Quand France Inter, pendant 10 minutes, fait une rubrique d'humour où un chanteur chante Jésus est pédé, Jésus est pédé, Jésus est ceci, cela, bon, à ma connaissance... qu'est-ce qui fait que là, il n'y a aucune association, et je prends pas parti, j'ai pas du tout un sentiment ni moral, ni idéologique là-dessus, il n'y a aucune réaction d'aucune sorte. Ce n'est que quand il y a des réactions d'un côté et dans une certaine ère AIRE que là, on y va, les associations y vont. Ça veut dire, Maître Dailly, il n'y a pas d'autres associations de notre côté qui peuvent aussi se plaindre. Enfin, ce sont ces deux poids, deux mesures, moi, qui me posent vraiment problème en permanence. Bien sûr, il y en a des associations de l'autre côté. Le problème, c'est qu'elles n'utilisent pas ces méthodes-là, qui sont des méthodes tout à fait incorrectes et qui sont terribles, puisque si on reprend l'histoire depuis le début, SOS Racisme a annoncé déposer des plaintes et a écrit à tous les diffuseurs, en plus d'écrire à la CPPAP. A écrit à tous les diffuseurs, d'accord. Mais c'est illégal, maître. Non, c'est pas illégal. Ils ont fait pression sur les diffuseurs, André Berkoff. Leur demander de ne plus vendre les magazines, ça c'est illégal, parce qu'ils avaient l'obligation de le faire. Donc là ils sont dans l'illégalité. Oui, Maître Dailly, oui, continuez. Une dénonciation calomnieuse. Ils ont annoncé déposer une plainte sur certains fondements. Les plaintes ont été classées sans suite. Ils ont écrit à la CPPAP. La CPPAP leur a donné raison avec une décision de 2 pages non motivée. Vous avez une décision qui a été rendue en l'espace d'1 semaine. Il n'y a aucune motivation. On ne comprend même pas quels sont les propos incriminés. Oui. Je me permets juste de préciser, justement dans la motivation, il est marqué que le caractère d'intérêt général qui justifie notre agrément presse dépend du fait de n'être pas susceptible de choquer le lecteur, pour de la presse satirique. Charlie Hebdo, par exemple, a essuyé une 50aine de procès et je ne sais pas combien de condamnations, et ils ont leur agrément. Personne ne leur a jamais dit. C'est très important. Vous dites que dans les mesures, enfin dans les fois qui peuvent consister à censurer ou à interdire, c'est de ne pas choquer le lecteur. N'être pas susceptible de choquer le lecteur. C'est écrit noir sur blanc. Et attendez, on est où là? Non mais je veux dire, déjà ça. Non mais arrêtons ça. C'est-à-dire qu'une presse ne doit pas choquer le lecteur. Ça, il faut être Robinson Crusoe et ne parler de quoi? Et aujourd'hui, à notre époque, ne choquer personne, je ne sais pas comment on fait. Oui, parce que dans l'histoire, rappelons qu'en 83, Libération avait été condamné pour provocation à la violence raciale, et pourtant, ils n'ont jamais été condamnés, ils sont toujours, il n'y a pas eu de retrait d'agrément en presse. Moi, j'aimerais qu'on dise un mot sur la présidente de cette association, Laurent Berton, à savoir Laurence Franceschini. Qui est-elle réellement? Alors, elle est conseillère d'État, elle est membre du comité d'éthique de France Télévisions, elle est une ancienne de l'Arcom, c'était le CSA à l'époque, donc son CV est absolument bétonné pour justement justifier de ce qui est susceptible ou pas de choquer un lecteur apparemment, et en tout cas c'est écrit noir sur blanc dans la décision rendue, elle a l'autorité de le faire avant la justice et avant même la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui précise que même si un contenu est choquant, tant qu'il n'est pas condamné, il est légitime, il doit exister. Et oui. Donc, cette commission, il faut le préciser en quelque sorte, c'est la sœur jumelle de l'Arcom pour la presse écrite, c'est ça? C'est l'Arcom de la presse. Et nous, ce qui nous sidère, c'est cet arbitraire incroyable de l'État.
on parle d'attentat administratif parce que même si on porte l'affaire devant la justice, ça durera au moins 2 ans pour statuer sur le fond, à moins que le tribunal administratif aille plus vite en référé, mais c'est toujours très compliqué. Donc nous, d'ici 2 ans, on sait très bien qu'on aura le temps de mourir économiquement. Donc c'est un moyen de nous supprimer. Marceau. Et c'est pour ça, justement, oui. je rajoute à ce que j'ai dit tout à l'heure, que l'attaque est très vicieuse. C'est que si on laissait faire la nature juridique, j'ai envie de dire, et qu'on n'avait pas fait un foin comme on est en train de le faire maintenant, on serait mort dans des souffrances très très longues, étouffées. Agonie prolongée. Ouais. On aurait vraiment agonisé. Et donc c'est vraiment une condamnation à mort, qui ne dit pas son nom. C'est pour ça que nous, on aurait préféré une censure, on va dire à la De Gaulle, quand il avait interdit Charlie Hebdo en disant stop, on n'a pas le droit. Au moins, c'est clair. Là, c'est vraiment quelque chose qui est très fou. Oui, c'est insidieux, quoi. C'est insidieux, c'est très sournois. Mais on met la lumière dessus. Est-ce qu'il y a des recours ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire là aujourd'hui ? Qu'est-ce que la Furia peut faire et comment elle peut rétablir effectivement son droit d'être dans tous les kiosques et que tous les kiosques soient obligés et contraints comme n'importe quel organe de presse, de l'abriter. Écoutez, à ce jour, la Furia a usé de tous ces recours, qui sont des recours de droit administratif, des recours donc en référé devant le tribunal administratif, au fond devant le tribunal administratif, et aussi devant Rachida Dati, puisque la CPPAP dépend du ministère de la Culture, et donc il a faire un retour hiérarchique devant Rachida Dati, et à ce jour, nous n'avons pas encore de réponse à ce recours. Mais le plus important, effectivement, compte tenu de l'attaque qui est faite contre la Furia, c'est de faire comprendre à tous les autres organes de presse que ce décret, que cette institution, cette CPPAP, est désormais très dangereuse dans la mesure où elle dispose du droit de vie et de mort sur les médias qu'elle décide d'éliminer. Et oui. Est-ce qu'un média qui s'est fait retirer un agrément presse a-t-il pu un jour le récupérer ou pas, selon vous, maître ? Oui, si les procédures judiciaires aboutissent, tout simplement, si le tribunal administratif décide d'annuler la décision de la CPPAP, la Furia pourra de nouveau demander le certificat. À présent, il y a quelques affaires. Il y a Rivarol qui n'était pas parvenu à récupérer son certificat. François également. Oui. Avec François vient de récupérer. Ça fait 4 ans qu'ils étaient interdits de YouTube. Ils viennent de récupérer leur chaîne. Ce qui est quand même intéressant. François, qui a été vraiment, il faut le rappeler, qui a été combattu depuis le début du Covid, quoi, de manière extrêmement forte par les autorités. Oui. Mais aujourd'hui, la Furia. Demain, quelles seront les prochaines victimes, selon vous, maître Kevin Daly ? Les prochaines victimes, compte tenu du caractère politique de cette décision, on commence à voir se dessiner quelque chose sur les médias comme Frontières, comme Valeurs Actuelles, puisque Valeurs Actuelles, comme vous le savez, a été condamné en appel pour injure à caractère raciste envers Daniel Obono. Donc cette simple condamnation, si elle était envoyée par SOS Racisme à la CPPAP, permettrait à la CPPAP de retirer le certificat de Valeurs Actuelles. donc étrangement, c'est toujours d'un seul côté. Enfin, je veux dire, ce côté est vaste, mais c'est drôle, hein, c'était bizarre quand même. C'est toujours d'un seul côté. Je rappelle C8 quand même. Je rappelle un certain nombre de chaînes de télévision. C'est quand même assez étonnant, cette espèce de chape de plomb, d'épée de Damoclès qui est là et qui dit attention les gars, c'est comme ça qu'on fait la presse, c'est comme ça qu'on fait la radio et la télévision. Comment sauver la Furia ? On continue d'en parler dans un instant sur Sud Radio avec nos invités, avec Maître Gilbert Collard qui va nous rejoindre en direct sur Sud Radio. Réagissez au 0826 300 300. À tout de suite. La culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. De retour sur Sud Radio avec Laurent Berton et Marceau pour parler de leur revue satirique La Furia qui est en danger de mort à la une du dernier numéro, interdit de kiosques. De certains kiosques. Oui, de certains kiosques. Il y a des résistants, bravo à vous chers résistants. À la une, l'État m'a censuré mais pas encore tué. C'est un clin d'œil à l'affaire Omar Haddad.
Oui, absolument. Laurent Berton, Oui. Alors voilà, faut pas nous dire qu'il y a une faute, hein, c'est volontaire. Oui, mais on s'est demandé là, mais ils savent plus écrire français. Donc c'est absolument volontaire. Et cette affaire déjà avait une connotation antiraciste, puisque c'était quand même le principal axe de défense de l'accusé Omar à l'époque. Son avocat Maître Vergès avait dit qu'il était accusé parce qu'il était un jeune maghrébin. Et c'est d'ailleurs ce qui avait motivé la grâce de Chirac, grâce partielle, mais tout de même la justice le reconnaît toujours coupable de ce crime. Oui. Gilbert Collard vient de nous rejoindre sur Sud Radio. Bonjour à vous, Gilbert Collard. Oui, bonjour. Oui, vous publiez Indéfendable Mémoire, le tome 2 qui est paru hier aux éditions Mareuil. Alors vous relatez plusieurs grandes affaires judiciaires que vous avez traitées tout au long de vos carrières. 50 ans, incroyable. Un mot sur l'affaire La Furia. Pourquoi cette censure? Qu'est-ce que vous en pensez, surtout? Écoutez, moi j'ai passé ma vie à subir la censure et à me retrouver souvent du reste devant le Conseil de l'Ordre pour des propos tenus. Je relisais, parce qu'il faut la relire, Hannah Arendt, les origines des totalitarismes. Et je suis tombé sur un passage que je vous invite à relire, où elle dit que tous les totalitarismes commencent par des sous-administrations. Vous avez compris? Des sous-administrations. Des sous-administrations. Des petits hommes gris. Voilà. C'est-à-dire que l'on crée, elle l'explique magnifiquement, hein, notamment pour expliquer l'emprise du nazisme. On crée des organismes qui, l'air de rien, contrôlent par des processus administratifs coercitifs toutes les libertés. Et en toute légalité. Et en toute légalité et irréprochabilité. Ouais. Et il arrive un moment où la totalité des interventions de ces organismes a pour conséquence qu'il n'y a plus de liberté. Et on est très exactement en France et en Europe, notamment sous l'égide de l'Union européenne, on est très exactement dans le déclenchement et l'épanouissement diabolique de ce processus. On parle de la presse, mais on pourrait parler de l'économie, on pourrait parler des avocats qui pour... Moi, j'ai failli me retrouver devant le Conseil de l'Ordre pour avoir dit d'un ministre que quand il marche quelque part du pied droit, ça porte bonheur, quoi. Et non, mais il y a des gens qui à l'époque avaient appelé le bâtonnier pour qu'on me poursuive pour cette phrase. Alors on est constamment... J'ai quand même connu avec Marine Le Pen 8 ans de procédure et un renvoi en correctionnel pour avoir répondu à Bourdin au sujet de Jean-Jacques Daesh. Bourdin, oui. Quand il avait dit que le Rassemblement national était en quelque sorte le bras droit de l'État islamique, j'avais montré les photos des crimes commis par l'État islamique. Et on a été poursuivis pour propagande. Pour propagande. Finalement relaxé, mais 8 ans. Donc, ce qui prouve bien qu'on cherche par tous les moyens. Ça veut dire qu'on a le temps de tuer un journal, de tuer et moi, je vais vous dire une chose. Les instruments sont en place pour assassiner en tout silence, en toute honorabilité, toutes nos libertés. Et si Rachida Dati, que je connais et que j'estime personnellement, ne réagit pas, elle s'en foutra, mais je lui retire mon estime. Oui. Parce que vraiment... Elle s'en foutra. Elle s'en foutra complètement. Je crois qu'elle se fout de beaucoup de choses et elle a raison. Bon, elle a raison. Mais Maître Collard, la loi française ne protège plus aujourd'hui. Mais arrêtez de rêver, il n'y a plus de liberté en France. Vous ne pouvez pas gérer quand même. Mais il y a des libertés tant que vous ne dérangez pas. Enfin, chacun d'entre nous fait en sorte de rester dans les clous d'une crypto-bien-pensance. Dès qu'on sort d'un millimètre, on a peur, on s'auto-censure. Enfin, quand même. On essaie de tenir. Je ne vais pas le dire pour vous, mais je vais le dire pour moi. Je m'auto-censure. Enfin, écoutez, une fois, quand le compagnon de... alors je me souviens de Saint-Laurent, hein, bon. Pierre Berger, voilà. A eu la Légion d'honneur. J'ai fait un tweet qui m'a persécuté. J'ai dit, il l'a bien mérité. Il a remonté le Saint-Laurent pendant des années. Bon. Mais Saint-Laurent était dépressif.
Le film le montre. Oui, bien sûr. Et il y a des gens qui sont allés voir dans cette phrase des allusions déplacées. Mais j'ai failli me retrouver en correctionnel pour mon tweet. J'en dormais plus. Alors, ça veut dire à quel point on est constamment menacé pour ce qu'autrefois on appelait l'humour. Mais aujourd'hui, Coluche serait en correctionnel. Et bien d'autres. Pierre Dac. Eh oui. Pierre Dac, le résistant. Quand on reprend certaines de ses chroniques, on se dit, mais aujourd'hui, Fernandel, dans sa chanson, il y a une chanson de Fernandel que j'ose même pas citer, mais il serait renvoyé en correctionnel. On ne peut dire les choses aujourd'hui que si on est dans les clous de la parole autorisée. Alors on peut frôler la sortie des clous. Mais il faut quand même. Ça veut dire qu'il n'y a plus de presse satirique. Non. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'écrits satiriques. Ça veut dire qu'il n'y a plus de presse libre. Il n'y a plus d'avenir il n'y a plus de place pour la presse satirique en France. Mais elle est où la presse satirique? Regardez, il représente une vraie presse satirique. Il représente une vraie parole libre. Et on essaye de l'étouffer, comme on essaye d'étouffer CNews. Dès l'instant où il y a une parole qui n'est pas sacramentelle, qui n'est pas idéologiquement dans le formol de la classification de gauche, elle est considérée comme sacrilège et elle est poursuivie. Et les tribunaux condamnent. Alors Laurent Berton et Marceau, qu'est-ce qu'on fait? Justement, comment réagir? Comment faire aujourd'hui? Je ne sais pas comment concilier la morale d'une conseillère d'État, enfin ce qu'elle est apte à entendre sans être choquée, et la verve de Papacito ou un dessin de Marceau. Ça, là, on résoudra jamais ce problème. Donc, si elle a le droit d'interdire le dessin et la parole, qui sont les nôtres, c'est tout, on n'a plus qu'à fermer boutique. Le problème, c'est ça, c'est effectivement cette sous-administration qui a un pouvoir, à mon avis, qui est totalement disproportionné, qui est incontrôlé, et voilà, qui peut décider comme ça d'un claquement de doigts, tiens, ce titre-là m'agace, on va le faire mourir, personne ne va réagir, ça va passer. Et effectivement, la hiérarchie ne réagit pas. Donc, quelque part, avalise cette décision. Oui, aujourd'hui, comment on peut sauver la Furia? Vous avez besoin de combien de personnes qui s'abonnent à votre magazine moyenne? Dites-moi, vous avez besoin de combien? C'est notre seule chance de survivre, c'est vrai que c'est de compenser par l'abonnement la radiation de ces kiosques. Et on a fait nos petits calculs. Et là, aujourd'hui, il nous manque 2000 abonnements. C'est pas énorme, c'est tout à fait faisable. C'est pour ça qu'on essaie de mobiliser nos lecteurs, mais aussi au-delà, tous ceux qui tiennent à la liberté, tous ceux qui sont scandalisés par... Tous ceux qui tiennent à la liberté, absolument. Et vous proposez, il faut le dire, différents types d'abonnements, notamment une offre annuelle spéciale censure, intéressant. Ah bah oui, là, c'est vraiment une question de survie. Et on se dit, justement, que peut-être si on a une mobilisation conséquente, si nos lecteurs se disent, cette attaque, non seulement elle va tomber dans l'eau, mais en plus on va la retourner contre les auteurs, on va faire de la pub à la Furia, on va mettre ça dans la lumière, et au bout du compte, avec la bataille judiciaire, peut-être qu'on va récupérer cet agrément. Là, on pourra non seulement dire qu'on a survécu, mais en plus qu'on a gagné. Et que peut-être la prochaine fois, ils hésiteront. Mais ce qui est extraordinaire, ce qui est scandaleux, c'est qu'il fallait un amendement. Marceau. J'ajoute aussi que, bien au-delà de la Furia, quel cas vraiment présent qui nous intéresse, c'est une histoire de principe de mettre toujours la lumière, justement, sur ces sous-administrations qui veulent grignoter des petits morceaux de liberté. Il ne faut pas les laisser faire. Parce qu'en fait, si on baisse la tête, qu'on les laisse faire, et qu'on subit et qu'on accueille un petit peu la sentence, bah forcément ils vont se dire c'est bon, en fait plus il y a du vide, plus ils vont avancer. Et alors on a créé avec des copains des avocats qui sont presque à la retraite, qui s'emmerdent, c'est un peu les vieux de la vieille. Tu vois ce que je veux dire? Les tontons flingueurs. Les tontons flingueurs. Il y a un président de tribunal correctionnel à la retraite, il y a un président de cour d'assises à la retraite. Et alors qu'est-ce que vous faites? On a créé une espèce de comité et on s'acharne à pourchasser ces sous-administrations. C'est-à-dire qu'on leur écrit, on leur demande des explications, on leur demande des justifications, on leur demande pourquoi elles existent. Ils sont pas habitués et ça marche, hein. Mais oui, et ça, attention, ça marche. Ça marche, oui. Ça marche. Les emmerde. Mais oui, parce qu'ils n'ont pas, tu comprends. Ce sont des créations purement politiques, destinées à mettre des menottes aux mots. Voilà. La pire des choses est arrivée, on a mis des menottes aux mots. Parce qu'on a peur de la télé, on a peur de la radio, on a peur de la pensée dynamique, voilà, on en a peur. Ils en ont peur, ils meurent de trouille. Bon, et quand tu commences à entrer dans le processus de ces sous-administrations, notamment qui vous a nommé, qui êtes-vous, récemment on a reçu un courrier
Bon, réclamant à nos adhérents, adhérents, il n'y a même pas d'adhérents, nos sympathisants, réclamant des explications. On a demandé sur quel texte ? 2 mois et demi pour nous répondre. 2 mois et demi. Et attention, la réponse, c'était pas sur le texte, c'était à côté. Donc on a réécrit. Non, mais attends, on en parle. Juste un mot, parce que le problème, effectivement, et Marceau l'a dit, il y a la Furia, et c'est très important. Il faut parler de la Furia, oui, bien sûr, c'est primordial. Non, tout à fait, mais il faut aussi dire que le combat, il est partout, y compris sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Y compris dans le Digilac Tax Service, vous savez, toutes les mesures. Vous avez Ursula von der Leyen, qui a dit, il est temps, au nom de la liberté, de faire attention à toutes les dérives. Et c'est toujours au nom de la liberté. C'est toujours au nom de la liberté qu'on tue la liberté. Mais ça, tu le sais par cœur, hein. C'est pas nouveau. Laurent Berton et Marceau, un mot avant de faire une petite pause publicitaire. On a à peu près 3-4 minutes sur le 16e numéro, effectivement, de La Furia, qui est sorti il y a quelques jours. Il est plus explosif que jamais. Bon, en 2 mots, de quoi traitez-vous dans celui-ci ? On l'a voulu très représentatif, justement, pour expliquer à ces messieurs que nous, on ne changera pas. Et au contraire, plus ils essaieront de réduire notre parole, plus on criera un petit peu plus fort. Et donc on a mis dedans tout ce qu'on avait, comme d'habitude. Donc les dessins sont pas politiquement corrects. Peut-être qu'on aura encore quelques plaintes. Papacito s'est surpassé aussi. Voilà, on a tous mis des bonnes couches pour bien leur montrer que ça, ils ne l'auront jamais. Ah oui, comme vous le dites, Papacito, effectivement, c'est surpassé. Il dresse dans ce numéro une spectrographie des fils de pute. Il propose même des tests pour les détecter. Expliquez-nous en quelque sorte quels sont ces tests. Alors, dans le langage papacitesque, le fils de pute est une interjection. C'est pas quelque chose à prendre au sens littéral. Donc, il établit un magnifique classement. Il nous donne des indices pour les détecter, pour mieux les dénicher. C'est assez savoureux. Et j'ai bien du mal à concevoir que quelqu'un puisse lire ça sans simplement éclater de rire et en se disant, enfin, sa vie doit être vraiment triste, la personne qui prend ça comme quelque chose d'agressif ou d'insultant. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que le rire devient quelque chose de sulfureux et dangereux. D'offensant. Rire, simplement se marrer, même pas premier degré. Ah non, mais ça se dit pas, quoi. Tu te rends compte que Voltaire a pu écrire « Il faut aller en ricanant sur les chemins de la vérité ». Eh oui. Et qu'on en est là maintenant. Et c'est le même Voltaire qui disait on n'est pas d'accord, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez. Non mais c'est vraiment, moi j'ai un sentiment d'asphyxie, voilà. Et oui, la liberté d'expression, il faut l'avouer, elle est vraiment menacée en France. Hier encore, André, à Marseille, le maire a décidé au nom de la laïcité d'interdire la projection du film Sacré-Cœur. On avait reçu, André, le réalisateur de ce film chrétien il y a quelques jours sur Sud Radio. Réagissez, chers auditeurs, à cette censure. 0826 300 300. est apparu, c'est un des seuls lieux, je crois. Moi, j'y allais dans l'optique de voir et que la sœur, après, me laisse tranquille. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. Bande-annonce du film Sacré-Cœur, André Berkoff, de Steven et Sabrina Gunel, dont la projection hier à Marseille a été annulée à la dernière minute par la mairie au nom de la laïcité. André, ce docu-fiction est un film chrétien. Jusqu'où iront les censeurs, André ? Non, mais simplement, ça ajoute à ce qu'on dit depuis le début de l'émission, depuis les débuts de la culture dans tous ces États. Il se passe quelque chose de formidable. C'est un film chrétien, c'est un film qui raconte et suivant ce qui s'est passé à 350 ans sur Sainte-Marguerite-Marie. Alors on peut être athée, on peut ne pas aimer cela, personne n'oblige personne à aller voir ce film. Le problème, c'est qu'il devait être montré au château de la Busine. Eh bien, le maire de Marseille, 1 heure avant, les gens étaient là, le public était là pour aller voir le film. 1 heure avant, on dit non, projection interdite. Le maire de Marseille, qui autrement se balade dans un certain nombre de lieux cultuels de façon extrêmement forte, très bien, mais c'est son droit le plus strict. Ah là, non, c'est le Sacré-Cœur. Ah non, ça ne va pas du tout. Vous voyez ce que j'appelle la censure à géométrie très, très, très variable. Et ça, franchement, c'est totalement inadmissible. Après, il dit oui, mais non, mais nous, Marseille, on est dédié à la Sainte Vierge, etc., la bonne mère, etc. La bonne mère, oui. Enfin bon. Donc, il y a un vrai problème, là. Et oui, on va donner la parole tout de suite à Raphaël, qui vient de nous rejoindre sur Sud Radio. Raphaël, qui nous appelle de Cachan. Bonjour à Raphaël. Oui, bonjour à tous. Bonjour André, bonjour Céline.
On vous écoute, Raphaël. On vous écoute. Écoutez, je suis assez circonspect par rapport à cette censure rituelle qui opère depuis plusieurs années dans notre pays, puisqu'aujourd'hui, on n'ose plus dire les choses, même sur le ton de la rigolade. Souvenez-vous, dans les années 90, c'est les sketchs des inconnus, même de Smaïn. Aujourd'hui, ces sketchs-là ne seraient pas rejoués, ils seraient censurés immédiatement par la censure de la gauche. Alors, au secours, je crie aujourd'hui mon mécontentement parce qu'on est sous l'oppression d'une idéologie socialiste, communiste et écologiste. Voilà, donc il est évident aujourd'hui qu'il faut que le peuple français puisse se lever pour retrouver sa liberté d'antan. Et oui, et n'oubliez pas le wokisme, c'est vrai, mais alors est-ce que ce peuple français va se lever? That is the beautiful question, Gilbert Collard. Oui. La gauche ose, la droite a peur. Voilà. Le maire de Marseille, dans mon livre Indéfendable Mémoire, je consacre tout un chapitre à Marseille pour expliquer comment, à propos de l'assassinat du juge Michel, pour expliquer comment la politique est ramifiée, non seulement aux communautés, depuis de longues années, mais au milieu. Et cette affaire du maire de Marseille, elle nous renvoie à deux petits événements commis par le maire. Le premier... L'actuel maire. Hein. L'actuel maire, le faux maire, parce qu'il aurait jamais dû être maire. Hein. C'est bon, il est maire parce que le maire et la mairesse est parti. Bon. Il a fait enlever la croix de Notre-Dame de la Garde sur une carte de vœux. Ah oui. Et il a dit Marseille est la première ville algérienne de France. Tout cela, bien sûr, comme aurait dit notre ami Lacan, c'est du hasard. Je trouve que c'est très structurel et très structurant. Alors, en réalité, l'argument de la laïcité, il ne s'applique pas parce qu'on a affaire à un acte culturel. Demain, il va interdire le dialogue des carmélites de Bernanos. Bien sûr. Au nom de la laïcité. Au nom de la laïcité, vous voyez à quel point... Alors, ce qui est effarant, c'est que chaque fois on utilise les mots de nos libertés pour les prostituer, quoi. Bon, ces types sont des proxénètes de mots, quoi. Ils prostituent les mots de nos libertés. Voilà, et je trouve que c'est encore une preuve de l'état de destruction de nos libertés. Et dans ce livre, juste Indéfendable Mémoire, que je recommande aussi, parce que vous racontez des affaires auxquelles vous avez été mêlé, évidemment en tant qu'avocat, et que vous avez été au cœur du réacteur. Et ce cœur du réacteur, au fond, sans généraliser, sans mettre tout le monde dans le même sac, Gilbert Collard, est-ce que justement, est-ce que la liberté d'expression aussi, dans les prétoires, dans les cours d'assises, etc., elle est contingentée, ou encore vous avez des espaces où on peut s'exprimer? Non, je crois que maintenant, tout le monde fait très attention. Je raconte dans le livre, à propos de l'affaire du viol de Morgiou. Hein, c'est l'affaire... Rappelez rapidement. Voilà, c'est deux jeunes femmes belges qui sont violées. Hein, l'acte est répréhensible, criminel, et Gisèle Halimi s'en empare, à juste titre du reste, hein, pour en faire le procès du viol des femmes. Bon. Ce qui est légitime, tout à fait. Et je me retrouve, à la demande du Parti Socialiste, du reste, dans la situation de défendre un des violeurs qui ne sera pas condamné pour viol, hein, mais qui sera, incroyable mais vrai, condamné pour tentative de viol. Je savais pas qu'on pouvait commettre une tentative de viol, moi. Bon. Mais là, le procès devient politique. Et Libération écrira, Libération de l'époque, jamais défense n'a été aussi solitaire. On ne pouvait pas parler. On était déjà inaudible. Je raconte comment on nous a empêchés complètement de parler dans la presse, de dire mais quand même ces mecs sont des cons, c'est mal ce qu'ils ont fait, mais on a quand même le droit de les défendre. Et les mêmes, quelques années plus tard, à propos d'un dénommé Tangor, condamné pour viol, 8 ou 9 viols, vont mener une campagne de presse au nom de l'erreur judiciaire pour le faire libérer. Ah oui. Et ils le feront libérer. Le violeur récidiviste. Et ils le feront libérer. Oui. C'est Vidal-Naquet qui va mener la campagne avec Gisèle Halimi, avec Badinter, avec Yves Montand, avec Simone Signoret, avec Gilles Perrault. Et 6 mois après sa libération, eh ben, il récidive. Il viole de nouveau. Là, quand même, ils se sont un peu... Enfin, il y en a un qui s'est excusé, c'est Vidal-Naquet.
Tous les autres, non. Tous les autres, non. Mais ça montre à quel point il y a une puissance culturelle de la gauche, quoi. Moi, j'étais incapable de défendre mes clients. Mais alors, attendez, face à cette puissance culturelle de la gauche, tout le monde n'en a pas. Pourquoi cette sidération de la droite? Pourquoi la droite est comme une espèce de fakir devant un cobra et qui est là? Bon, ça bouge un peu, mais pas tellement. Parce que Marceau oui. est pas passé. Si vous voulez répondre, moi j'ai mon idée, mais la vôtre est plus... Laurent Marceau. Alors c'est vrai que on y est confronté tout le temps, on le voit. Il y a ce logiciel qui est très puissant. La gauche, pour moi, fonctionne essentiellement sur ce chantage à l'extrême droite. Le côté vous êtes d'extrême droite, vous dites ça ou ça ou ça. C'est terminé pour vous, et parce que oui, c'est vraiment là-dessus que tout tient. C'est pour ça que nous on explique à nos lecteurs, au lieu d'essayer de vous justifier, parce que ça sert à rien de se justifier quand contre des gens malhonnêtes. Ils veulent pas la vérité, ils veulent vous mettre la tête sous l'eau. Donc n'essayez pas de vous justifier, faites-leur un bras d'honneur et terminez. Sujet suivant. Si on désamorce ce pouvoir de nuisance qu'on leur prête, parce que c'est nous qui leur prêtons, peut-être qu'ils cesseront de régner comme ça sur le pays. Et malheureusement la droite avec des guillemets, a souvent choisi l'option paillasson, complaisance, en espérant lui plaire, mais à chaque fois qu'on fait ça, on lui prête encore plus de pouvoir. Donc à un moment, il faut simplement assumer. Donc je prends juste 2 paroles, je rappelle, Léo Ferré, la gauche est la salle d'attente du fascisme. Il a dit ça en 1971, Léo Ferré, le grand Leonardo Sciascia aussi. Oui, absolument. Leonardo, oui. Et la droite, c'est autre chose. Enfin, une certaine droite, c'est je lèche le crocodile en espérant qu'il me mangera le dernier. C'est ça, Marceau? Oui, c'est un peu ça. Et moi, je crois que ce chantage est de moins en moins efficient au fur et à mesure que les nouvelles générations n'ont plus les pudeurs de leurs aïeux. Parce que le réel n'est plus le même, tout simplement. Donc forcément, que tout ce qui passe au JT est beaucoup moins efficace. Et moi, je crois que, pour finir là-dessus, nous, en tout cas, on n'est pas dans une posture de victime. Simplement, on informe et on met en lumière toutes les petites manigances de nos adversaires. Et je pense que c'est comme ça qu'on va gagner. Il faut pas être abattu. Il faut tenir, mais c'est pour ça que notre position est particulièrement éreintante, parce qu'on passe notre vie et nos journées et nos années à tenir, en fait, à faire face, et à dire ne baissez pas les yeux, surtout ne baissez pas les yeux, montrez-leur ce qu'ils nous font. Et comme des vampires, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras, et comme des vampires, ils reculent, en fait, ils reculent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les justifications de Laurence Franceschini, j'écorche son nom, tiennent pas du tout debout, parce qu'elle s'attendait pas à ce qu'on lui mette un spot en pleine gueule, et qu'on dise à tout le monde, quoi. C'est ça qui. Et puis alors, il y a un élément supplémentaire, si je peux me permettre, c'est que si tu es catégorisé de droite, tu n'entres pas dans les postes. Oui, en plus. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est aussi un élément que Hannah Arendt décrit magnifiquement. Comment, progressivement, les postes de petites... C'est le petit pouvoir, attention, sont confiés à des gens qui finalement peuvent pourrir la vie, quoi. Adolf Eichmann était un petit bureaucrate. Un petit bureaucrate, voilà. Oui. Merci à vous tous d'être venus sur Sud Radio. Avec André Berkoff, on vous retrouve en direct la semaine prochaine de 12h à 14h. D'ici là, chers auditeurs, lisez La Furia. C'est respirer, c'est rire quand tout le monde se tait. Abonnez-vous sur lafuria.fr. Il faut sauver cette revue satirique. Tout de suite, vous retrouvez Élisée, les mémoires de Gilbert Collard, effectivement. S'il vous plaît. C'est ce tome 2 qui a été une victime de la censure. Et dernier mot, renvoyez la censure.